Bonjour à tous, je vous propose cette sixième rencontre dans le cadre de ce bloc de cours intitulé Initiation à l'analyse numérique. Certes, nous allons progressivement glisser vers l'approximation des équations différentielles, mais comme vous avez pu le remarquer, les premières séances, en tout cas les dernières, étaient consacrées à l'interpolation polynomiale. Et aujourd'hui, nous allons démarrer un deuxième chapitre concernant l'intégration numérique et l'approximation des intégrales qui, dans la plupart du temps, s'avèrent impossibles à résoudre par les méthodes les plus variées, les plus complexes et composites, j'ai presque envie de dire, que vous avez dû voir pour certains d'entre vous. Malgré tout, la masse des intégrales à calculer est impossible à réaliser de manière exacte. C'est la raison pour laquelle je vous propose tout de suite ce chapitre 2, deuxième chapitre. Eh bien, intégration numérique. L'intégration numérique, ça veut bien dire, ce n'est pas une intégration analytique, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Première partie, si vous voulez, introduction et en même temps motivation, comme d'habitude. Introduction, motivation. Je pense que pour la motivation, vous avez suffisamment de recul pour comprendre que dans la plupart des cas, comme je vous le disais en avant-propos, j'ai presque envie de dire, c'est mission totalement impossible. Prenons un exemple extrêmement banal. Exemple banal dans le sens où il n'a rien d'extraordinairement complexe a priori. Si je prends l'intégrale de 0 à 1 de e puissance moins t2 dt. Oh, j'ai mis le signe ici moins pour la décoration florale, plus pour faire allusion à l'intégrale de Gauss. Mais enfin, pour calculer cette intégrale-là, il nous faudrait avoir la capacité de calculer la primitive de cette exponentielle. Or, vous savez très bien que s'il n'y a pas devant l'exponentielle la dérivation interne de l'exposant de moins t2, c'est-à-dire moins 2t, c'est mission impossible et qu'il n'y en ait pas parmi vous qui ait l'idée de multiplier par moins 2t et de diviser par moins 2t parce que du coup, cette division sera fatale pour la suite, c'est-à-dire vous ne pourrez pas, malgré l'apparition au numérateur d'une primitive usuelle, c'est-à-dire si vous multipliez par moins 2t, e puissance moins t2, ben vous avez exactement la primitive, enfin plutôt j'ai envie de dire la dérivée de e puissance moins t2, mais qu'est-ce que vous faites avec le moins 2t au dénominateur? On ne peut pas y arriver. En tout cas, cette intégrale, comme bien d'autres, sont très connues comme impossible à évaluer par méthode, par voie analytique. Alors, on procède au niveau du numérique avec beaucoup de bon sens, comme d'habitude, et de lucidité, j'ai presque envie de dire. On va tracer une fonction, on va dire, sur un intervalle AB. Évidemment, on ne va pas se poser de questions d'ordre métaphysique résolues au préalable, à savoir est-ce que les intégrales des fonctions que l'on considère existent, parce que si elles n'existent pas, bien évidemment, il n'y a aucun problème à considérer. Mais par contre, on va introduire. Mais par contre, on va introduire, si vous voulez, ici, entre le point A et le point B, une série de points, une série de nœuds, comme d'habitude. C'est-à-dire, on va dire qu'on va considérer le nœud x0 plus petit que le nœud x1, etc. Et puis le dernier, xk. Alors, dans l'intervalle AB, on peut construire ces k plus 1 points complètement sur l'intervalle AB, de sorte que x0 c'est A et xk c'est B, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous voulez, d'une manière un peu schématique, donc vous avez exactement cette histoire ici. Donc, vous avez ici f de xi pour la fonction qui est déterminée, et puis vous avez un f de xi plus 1, etc. Vous avez compris l'idée qui est sous-jacente à cette considération discrète, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire ces points de discrétisation, de nouveau,
pour trouver une solution afin d'évaluer l'intégrale. Hein, le problème, c'est donc d'évaluer l'intégrale de a à b de f de x dx. Oui, mais alors ça, on a une possibilité de le faire de manière assez triviale, ou plutôt assez naturelle par rapport au chapitre précédent qui concernait l'interpolation polynomiale, puisqu'on sait construire par les différents nœuds, j'ai envie de dire, si les différents nœuds sont considérés comme des nœuds d'interpolation, eh bien, on sait très bien évaluer et déterminer un polynôme qui sera une interpolation, par exemple, de Lagrange. Alors donc ça, on saurait l'évaluer ou l'approximer par l'intégrale de p de x dx, hein, première idée, avec p polynôme d'interpolation de Lagrange. Et on va dire, puisqu'on a k plus 1 point, hein, x0, xk, passant par, alors les f de xi, hein, c'est vraiment le cadre de notre histoire, c'est-à-dire i allant de 0 à k. Autrement dit, ça veut dire que p est un polynôme de degré k, puisqu'il y a k plus une condition à écrire ici pour faire passer le polynôme. Alors du coup, vous voyez ce que cela veut dire. Ça veut dire que j'écris que p de x, c'est la somme pour i allant de 0 à k de f de xi, li de x. Hein, les li, c'est les polynômes de base de Lagrange, qu'on a vu dans le chapitre précédent, de base de Lagrange. Donc, ça, c'est l'intérêt du chapitre précédent. Dans ce cas, vous voyez ce qui se passe, c'est que l'intégrale de a à b de f de x dx est à peu près donc égale et approchée en quelque sorte par l'intégrale de a à b de ce polynôme d'interpolation, c'est-à-dire la somme pour i allant de 0 à k de f de xi, li de x dx. Alors ici, on peut un peu restructurer, on a une somme finie, donc on n'a absolument pas de difficulté à permuter l'intégration et la sommation. Donc c'est la somme pour i allant de 0 à k. Et vous voyez donc, comme on va sortir la somme ici, il va y avoir donc les f de xi qui vont sortir des intégrales, puisque la somme est permutée avec l'intégrale, et il reste l'intégrale de a à b de li de x dx. Donc ça, ce sont des quantités. Donc on pose, pour un peu donner une structure un peu packagée de cette approximation, on pose oméga i des nombres. Ce sont finalement les intégrales sur AB de ces polynômes de base de l'interpolation de Lagrange. Donc l'intégrale de A à B de Li de x dx, hein, qu'il faut être en mesure de calculer, mais enfin, on les connaît, les polynômes. Et donc ça va me donner finalement une formule générale dans ce cadre-là, de quadrature, ce qu'on appelle la quadrature, ce que l'on appelle la quadrature, c'est l'approximation de l'intégration. C'est ni plus ni moins, vous voyez, quelque chose qui a cette tête, sigma pour i allant de 0 à k, alors on va le mettre avant, on appelle ça les poids, oméga i, fois f de xi. Voilà. Donc ça, c'est la première structure générale qui s'obtient assez naturellement compte tenu de l'interpolation polynomiale de Lagrange. Hein, je l'ai dit, les oméga i, on les appelle les poids de la quadrature. De la quadrature.
Et les xi s'appellent les nœuds. Allons-y jusqu'au bout, mais ça, vous en étiez douté. D'accord. Donc, à partir de cette première approximation, hein, vous voyez, vous donnez une fonction f. Vous connaissez son polynôme d'interpolation de Lagrange. Donc, ça veut dire que par rapport à cette fonction f, on a ici un certain nombre de points d'interpolation, les nœuds de la formule de quadrature. Et finalement, l'approximation se fait via cette espèce de moyenne des valeurs de f au nœud xi, pondérées par des poids oméga i qui peuvent être calculables, puisque les oméga i ne sont ni plus ni moins que les intégrales des fonctions de base de l'interpolation de Lagrange. Alors, c'est peut-être pas très pratique, mais ça se fait. Pour autant, on peut se poser tout de suite une question concernant l'erreur de quadrature. Quelle erreur commet-on dans ce cadre assez naturel, je vous rappelle, qui consiste ni plus ni moins à substituer la fonction par son polynôme d'interpolation de Lagrange, passant par les x0, xk nœuds d'interpolation. Alors, voyons voir maintenant, donc dans ce cadre-là, l'erreur de quadrature. L'erreur de quadrature, c'est-à-dire quelle erreur commet-on lorsqu'on va justement donc substituer la fonction par le polynôme d'interpolation de Lagrange au niveau de l'intégration? Alors ça, c'est ce que l'on note E de f, l'erreur de quadrature, c'est-à-dire c'est la différence entre la valeur exacte de l'intégrale, d'accord, moins ce qui la remplace, c'est-à-dire cette quantité ici, la somme pour i allant de 0 à k d oméga i f de xi. Alors, il y a quand même une chose qui est claire. À partir du moment où cette quantité-là, c'est rien d'autre, pour que les choses soient sans ambiguïté, donc la somme des oméga i f de xi, c'est ni plus ni moins, vous voyez, que l'intégrale de a à b de p de x dx. Donc moins l'intégrale de a à b de p de x dx. C'est comme ça qu'on a abouti à cette structure de quadrature, de formule de quadrature. Alors évidemment, si f est un polynôme de degré inférieur ou égal à k, vous allez trouver que l'erreur est nulle. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est assez trivial. Parce que, en fait, finalement, revu sous cet angle-là, eh bien, c'est f de x moins p de x dx qui est intégré pour calculer finalement cette erreur de quadrature. Mais là, vous voyez donc qu'on obtient assez naturellement que l'erreur de quadrature, grand E de f, eh bien, est inférieure ou égale à quoi? Eh bien, à l'intégrale de a à b, valeur absolue de e de x, ce que j'avais noté, petit e de x, l'erreur d'interpolation de Lagrange. Donc en fait, l'erreur ici, elle va être majorée par, donc on a un b-a sup de valeur absolue de e de x, pour x compris entre a et b. Or ça, on l'a évalué dans le cadre où f est suffisamment régulière, donc avec k plus 1 point, il fallait que f soit ck plus 1, c'est-à-dire de classe ck plus 1, c'est-à-dire continuellement différenciable ou dérivable, jusqu'à l'ordre k plus 1, c'est-à-dire avec une dérivée k plus unième continue sur l'intervalle AB. Et donc dans ce cas-là, on a une possibilité de pouvoir majorer l'erreur, cette fois-ci de quadrature, donc de cette intégration numérique. Et de nouveau, on n'obtient qu'une estimation d'erreur, mais ça, c'est l'héritage de l'erreur d'interpolation qui est elle-même estimée. Or, si f appartient à ck plus 1 de AB, alors, on avait montré que valeur absolue de e de x était inférieure à mk plus 1 sur
factoriel k plus 1, rappelez-vous, valeur absolue des pi de x, avec pi de x, un polynôme unitaire, c'est-à-dire le produit des x moins xi pour i allant de 0 à k. Donc en fait, il en résulte que dans ce cadre-là, et comme d'habitude, on est obligé de se poser dans des considérations de régularité, sinon on ne peut plus rien dire dans tout de suite ce qui apparaît comme naturel, c'est-à-dire de contrôler l'erreur d'interpolation pour contrôler l'erreur de quadrature. Eh bien, on obtient quoi? On obtient que l'erreur de quadrature est inférieure dans ce cas. Voilà, donc ici, e de x, je le majore par mk plus 1. Donc je vais le réécrire si vous voulez à partir de là. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu. Donc là, ici, cette ligne-là, elle est un peu trop rapide, mais je peux reprendre ce qui se passe ici. Donc on a e de f en valeur absolue inférieure ou égale à, alors, somme de AB. Alors les constantes qui sortent, on les a tout de suite. mk plus 1 sur factoriel k plus 1, somme de A à B de pi de x dx. Somme de A à B de pi de x dx. Et alors, on peut maintenant aller encore un coup plus loin si on a fait cette première supposition. Et donc là, vous voyez que cette quantité-là dépend de ce calcul. Donc si vous avez une possibilité de faire le calcul dans la mesure où les xi sont des nœuds fixés, connus. Alors à ce moment-là, vous avez les f de xi correspondants. Maintenant, si vous voulez, on peut faire le processus inverse en se disant si l'on choisit les xi pour i allant de 0 à k, comme il faut faire l'héritage il faut capitaliser véritablement ce que nous avons vu la dernière fois, comme les racines des polynômes de Tchebychev. Alors, je vous renvoie, on a établi quoi? Eh bien, on a établi que e de x, le e de x en valeur absolue était inférieur, donc en fait on avait minimisé, rappelez-vous, le pi de x, et ça donnait quelque chose de la forme b-a puissance k plus 1 sur factoriel k plus 1. On avait le mk plus 1, et on avait surtout, c'est ça que je mets en exergue, le 1 sur 2 puissance 2k plus 1. Donc, de prime abord, l'erreur de quadrature est majorée par cette quantité-là, et cette quantité-là, si les xi sont connus, eh bien donc vous avez un polynôme ici de degré k plus 1, x moins xi, k plus une fois, de i allant de 0 à k, donc il faudrait calculer exactement pour les xi connus cette quantité-là. C'est possible, c'est peut-être possible, c'est juste un polynôme, donc là on peut faire un calcul exact. Mais on peut se dire à l'envers, si on veut minimiser cette erreur d'interpolation, parce qu'en la minimisant, vous voyez, elle apparaît ici par la minimisation des oméga de x. Or, on a vu la semaine dernière que si l'on choisit, donc on ne se donne plus les xi, on ne se donne plus des xi quelconques, c'est-à-dire on ne choisit pas des valeurs de la fonction dans un jeu de points quelconque, pas du tout. On va choisir cette fois-ci les xi comme les racines des polynômes de Tchebychev. Alors on avait établi cela, et donc vous voyez que dans ce cas-là, vous avez que e de f est inférieur ou égal. Alors, donc là, je reprends, si vous voulez, si je reprends e de x ici, donc je le majore par la quantité de ce qui avait été obtenu la semaine dernière, et donc vous voyez qu'il y a un b-a en plus par l'intégration qui va sortir, puisque tout ça c'est constant, et donc il va y avoir un b-a puissance k plus 2
Alors, sur factoriel k plus 1, 2 puissance 2k plus 1 fois mk plus 1. Je n'ai pas rappelé ce que c'était le mk plus 1. Je vais le rappeler ici, si vous voulez. Hein. Comme d'habitude, le mk plus 1, c'est le sup de la dérivée k plus unième sur l'intervalle AB. Voilà. Donc si on est dans ce cas particulier où on choisit les nœuds d'interpolation, les nœuds de la quadrature, comme les racines des polynômes de Chebyshev, alors on a un contrôle de l'erreur ici qui minimise finalement la quantité de pi de x, rappelez-vous, ce qui nous avait donné ce résultat-là. Hein. Ça, c'était la semaine dernière. Et donc, en injectant ce contrôle minimal, c'est-à-dire la perte d'information minimale dans cette erreur d'interpolation, pour ces nœuds d'interpolation particuliers, les racines des polynômes de Chebyshev. Alors ici, cette erreur d'interpolation, eh bien, par cette majoration, me donne une erreur dite, cette fois-ci de quadrature, qui, dans le cadre de l'interpolation, s'apparente comme une estimation optimale, en quelque sorte. Alors, il y a, ça c'est dans ces cas particuliers, mais il y a bien évidemment d'autres formules de quadrature qui finalement se fondent au niveau de leur structure, au niveau de la structure qui s'apparente à la structure que l'on a introduite assez naturellement, cette espèce de combinaison linéaire des f de xi oméga i, et on va voir que ces quantités, ces formules nouvelles de quadrature, eh bien, sont particulièrement prometteuses. Donc si on reprend maintenant, comment dirais-je, la structure, hein, la structure générale de la quadrature numérique, s'écrit. Eh bien, s'écrit, c'est ce que j'étais en train de dire, hein, elle s'écrit finalement comme on l'a vu il y a un instant, c'est-à-dire si on remplace f par le polynôme d'interpolation, alors on va avoir quelque chose qui, en structure, s'écrit de cette manière-là. Somme pour i allant de 0 à k de oméga i f de xi. Et ça c'est la structure à laquelle nous avons abouti. Je vous rappelle, si on remplace f par le polynôme d'interpolation, autrement dit, les oméga i, ce sont les intégrales sur AB des polynômes de base d'interpolation de Lagrange, et les xi sont des nœuds d'interpolation, optimaux ou pas. Optimaux, ça veut dire qu'on considère, pour minimiser l'erreur d'interpolation, on considère les racines des polynômes de Chebyshev. Et puis sinon, ben, on considère d'autres polynômes ou d'autres nœuds de discrétisation, d'interpolation. Ceci dépend un petit peu de vos objectifs d'approximation polynomiale. Alors, si maintenant j'abandonne cette affaire d'interpolation polynomiale, je dis la structure générale, je vais l'écrire comme ça. Ce qui veut dire qu'ici, je vais considérer des formules, je vais considérer des formules de quadrature, des formules d'approximation de cette intégrale sous cette forme, mais plus avec des oméga i comme l'intégrale sur AB des polynômes de base de l'interpolation de Lagrange, plus les xi comme des nœuds de l'interpolation, vous avez compris, optimisés ou pas. Non, je me donne ici, si vous voulez, les oméga i et les xi sont des degrés de liberté, sont des paramètres à choisir, et il y en a, chacun varie, il y en a en tout, vous voyez, pour i allant de 0 à k, on a donc 2k plus 2 degrés de liberté. Degré de liberté, ça veut dire on a 2k plus 2 paramètres à ajuster, à trouver. Eh bien, on peut donc se poser la question, est-il possible de choisir ces 2k plus 2 degrés de liberté, de sorte que l'erreur de quadrature soit nulle si eh bien, f est un polynôme, finalement,
qui appartient à l'ensemble des polynômes de degré 2k plus 1. Autrement dit, on veut dire que la formule de quadrature est exacte, l'erreur est nulle, hein, regardez le vocable, dès lors que la fonction serait substituée par, ça veut dire par, eh bien, f de x égale 1, f de x égale x, etc. f de x égale x puissance 2k plus 1. On voudrait que E de f soit nul pour des polynômes inférieurs ou égaux à 2k plus 1. Pourquoi de degré inférieur ou égal à 2k plus 1? Parce qu'un polynôme de degré inférieur ou égal à 2k plus 1 est bien déterminé par 2k plus 2 coefficients. Donc on peut imaginer écrire l'exactitude de cette relation-là pour les 2k plus 2 conditions qui sont écrites ici. Je vais le faire tout de suite. Ça pas bien méchant. La seule difficulté, c'est de se poser la question, est-ce que vous voyez ce système de 2k plus 2 équations, à 2k plus 2 inconnus, les 2k plus 2 degrés de liberté, a-t-il une solution? Et c'est ce qu'on va écrire tout de suite pour engendrer, si je puis dire, pour constituer les fameuses formules de quadrature, ce que l'on appelle dans la littérature les formules de quadrature de Gauss. Donc on va écrire quoi en fait? On va écrire que quel que soit L égale 0 à, je l'ai dit, x, ça c'est x puissance 0, donc L égale 0 à 2k plus 1, eh bien, il faut que l'intégrale de a à b de x puissance L dx soit égale, et pas à peu près égale, à la somme de cette combinaison linéaire, donc des oméga i f de xi. Ça peut aller encore un peu plus loin, puisque vous voyez que le membre de gauche, on va pouvoir écrire que quel que soit L égale 0 à 2k plus 1, eh bien chaque équation correspondante, ça va être un b puissance L plus 1 moins a puissance L plus 1 sur L plus 1. Voilà l'équation générique parmi ces 2k plus 2 équations. C'est égal à la somme pour i égale 0 à k d oméga i f de xi. Eh bien, on peut démontrer que ce système de 2k plus 2 équations aux 2k plus 2 inconnus, les degrés de liberté, donc les poids et les nœuds de quadrature, comme on les appelle, eh bien, il existe une solution et une seule de oméga i xi pour i allant de 0 à 2k plus, donc plus 1, solution de, eh bien, de étoile, c'est-à-dire c'est ce système-là, et c'est ce que l'on appelle les formules de quadrature de Gauss. C'est les formules de quadrature de Gauss qui permettent d'ajuster justement ces 2k plus 2 paramètres, degrés de liberté, les poids et les nœuds de quadrature. Alors exemple, hein, on va prendre deux exemples juste un peu pour voir comment ça fonctionne. Hein, le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la formule du point milieu. La formule du point milieu. Alors la formule du point milieu, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Je vais prendre que l'intégrale de a à b de f de x dx, et je vais dire que c'est à peu près égal. Eh bien cette combinaison-là, linéaire, je vais la dégénérer en un seul terme, oméga 0, f de x0.
Et donc, j'ai deux conditions à écrire pour déterminer oméga 0 et x0. Hein. Vous suivez, c'est le cas particulier de ce cadre général. Donc, je veux que ça soit exact pour les constantes, pour f de x égale 1. Alors, exact pour f de x égale 1, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que somme de a à b de 1 dx, c'est-à-dire b moins a, ni plus ni moins, eh bien là, cette formule du point milieu, elle doit être exacte pour les constantes. Mais si f est constante et vaut 1, eh bien oméga 0 f de x0, c'est ni plus ni moins que oméga 0. Donc on a tout de suite le poids de cette formule de Gauss avec oméga 0 égale b moins a. On veut aussi que ça soit exact pour f de x égale x. Donc on a somme de a à x, somme de a à b de x dx. Alors là, ça va donner b2 moins a2 sur 2, x2 sur 2 à prendre entre a et b. Et ça, on veut que ça soit exactement égal à quoi? Eh bien à oméga 0, et puis la fonction qui vaut x en x0. Donc c'est oméga 0, x0, puisque f vaut x. F de x vaut x ici. Comme oméga 0, on l'a trouvé par la condition du dessus, on obtient immédiatement que x0, eh bien c'est, vous voyez, on divise par donc b moins a, vous avez b moins a, b plus a, donc il reste b plus a sur 2 ou a plus b sur 2. Donc on a le poids qui est déterminé ici, et le point qui est bien le point milieu qui apparaît comme répondant à la contrainte d'exactitude que l'on s'est donnée pour déterminer ce poids et ce nœud de quadrature, et on obtient à ce moment-là la formule du point milieu. Je vais l'écrire tout de suite. C'est la plus simple des formules de Gauss, et vous allez voir qu'elle présente des surprises particulièrement intéressantes et étonnantes. Mais ça sera pour le prochain cours. Donc, on a ici, dans ce cas-là, eh bien, on va dire que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est à peu près, eh bien, b moins a, f de a plus b sur 2. F de a plus b sur 2. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, on va faire un exemple 2. Formule de Gauss à 2 points, si vous voulez. Là, c'était à 1 point. Formule de Gauss, formule à 2 points. Alors, on va l'écrire sur moins 1 plus 1. C'est plus facile à écrire dans un premier temps. Et puis ensuite, on fera le changement de variable qu'on a vu ensemble pour les polynômes de Chebyshev pour se ramener à l'intégrale sur AB. Donc là, on veut écrire quoi? On veut écrire que l'intégrale sur moins 1 plus 1 de f de x dx, eh bien, est à peu près égale. Alors, c'est un autre oméga 0 avec un autre x0, plus, à 2 points, oméga 1, f de x1. Et donc, il faut écrire les conditions d'exactitude pour f de x égale 1, f de x égale x, f de x égale x2, f de x égale x3, puisque nous avons 4 conditions à écrire. Hein, et donc, on obtient, hein, en écrivant que c'est exact pour 1, x, x2 et x3. Eh bien, vous obtenez le système suivant. Oméga 0 plus oméga 1 égale 2. Il n'y a aucune difficulté. Hein. Donc, je passe sur les détails là, que vous aurez la joie de retrouver par vous-même, ce qui donne un peu plus de quote-part de participation à votre égard pour cette histoire. Plus oméga 1 x1. Alors là, vous allez trouver 0. On peut le comprendre, mais je ne vous en dis pas plus.
Bah oui, c'est la fonction f de x égale x, là. Donc c'est une fonction qui est impaire sur un intervalle centré à l'origine, donc l'intégrale est nulle. Oui, merci, c'est bien. Et puis, la ligne d'après, donc c'est oméga 0, je suis allé très vite, hein, exprès. Oméga 0, x0 carré plus oméga x1 carré. Alors là, vous allez trouver 2 tiers. Bah écoutez, là c'est x2 que vous intégrez de moins 1 à 0, c'est une fonction paire, donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x2, primitive de x2, x3 sur 3 entre 0 et 1, c'est donc en 0 poubelle, et en 1 c'est 1 tiers, multiplié par 2, 2 tiers. Vous y êtes, moi aussi. Et puis la quatrième condition, ben, ça vous pouvez me dire tout de suite, hein, ça va faire 0, puisque c'est une fonction impaire et manque, puisqu'on va dire que c'est exact pour un polynôme de degré 3, x3. x3, fonction impaire de moins 1 à plus 1, c'est le même raisonnement que pour x, c'est une fonction impaire, donc centrée sur un intervalle centré à l'origine, l'intégrale est nulle, voilà. Et alors, bien évidemment, vous obtenez oméga 0 x0 cube plus oméga 1 x1 cube, et ça fait 0. Alors là, un petit calcul, et vous allez trouver que oméga 0 égale oméga 1 égale 1, et vous allez trouver que x0 égale moins x1 égale 1 sur racine de 3. Bon, c'est un petit calcul, il n'y a rien de méchant, c'est bien pour ça que je n'insiste pas. Et donc, à partir de là, eh bien, vous allez écrire que l'intégrale sur moins 1 plus 1 de f de x dx est à peu près, hein, cette fois-ci on n'est plus sur un polynôme, on est pour une fonction f quelconque, eh bien c'est à peu près égal à quoi? Eh bien à f de moins 1 sur racine de 3 plus f, puisque les deux poids valent 1, plus f de 1 sur racine de 3. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ça c'était la première formule. C'était la formule du point milieu. Et ici, vous obtenez, en tout cas sur l'intervalle moins 1 plus 1, vous obtenez la formule de quadrature de Gauss sur l'intervalle moins 1 plus 1, formule à 2 points, à 2 nœuds. Alors, on veut passer de l'intervalle moins 1 plus 1 et écrire l'équivalent de cette formule sur un intervalle AB. D'accord? Donc ça, on sait faire. Vous savez faire, à condition de faire le changement de variable qui convient pour passer de l'intervalle AB à l'intervalle moins 1 plus 1 ou vice-versa. Je vous l'avais montré lors de notre étude des polynômes de Tchebychev. Donc vous avez encore une poignée de secondes pour retrouver ce changement de variable. Une poignée, hein, je dis bien une toute petite poignée. Donc si on veut écrire l'intégrale maintenant de A à B de f de x dx, il va falloir que je l'écrive comme l'intégrale de moins 1 à plus 1, à condition de poser, rappelez-vous, eh bien ça se retrouve, hein, mais je vous l'ai montré, donc c'est a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 t. Contrôle. Quand t vaut 1, on doit trouver que x vaut b. Quand t vaut 1, eh bien, vous avez que a moins a poubelle, vous avez b plus b, 2b, 2b divisé par 2, b. Quand t vaut moins 1, même cause, mêmes effets. Alors là, ça veut dire quand même que dx, c'est b moins a sur 2 dt. Donc en fait, il va falloir écrire que c'est f de x, eh bien de cette fonction, regardez maintenant comme variable, comme fonction de la variable t, hein, a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 t. Et donc on a ici, on vient de le dire, le dx est remplacé par b moins a sur 2 dt. Donc cette fonction de t, appelez-la dans votre esprit g de t, vit sur moins 1 plus 1. C'est une fonction g dont on sait procéder à son intégration par le biais de la formule de Gauss à 2 points. Donc il faut écrire g pour t égale moins 1 sur racine de 3 et g pour t égale 1 sur racine de 3. Tout ça pour dire
qu'il en résulte directement que la formule de Gauss a 2 points. Alors, il y a un B-1 sur 2 qui sort. Et puis, il y a quoi? Il y a cette fonction g de t en t égale moins 1 sur racine de 3. Donc, c'est f de a plus b sur 2 moins b moins a sur 2 racine de 3. 2 racines de 3. Et la même chose avec plus 1 sur 2 racines de 3. Donc, plus f, voilà, plus f de a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 racines de 3. Vous voyez, il n'y a rien de bien méchant, il faut le faire tranquillement. Et donc, on a cette fois-ci la formule de Gauss à 2 points, de quadrature, comme on dit, 2 nœuds de quadrature, qui permettent de procéder à l'approximation, donc, de cette intégrale d'une fonction de a à b pour une fonction quelconque. Alors, pour terminer, quelques questions que nous tenterons de répondre, auxquelles nous tenterons de répondre, questions auxquelles nous tenterons de répondre la prochaine fois. On a vu très rapidement l'erreur liée, alors là je n'ai pas parlé d'erreur pour la formule de Gauss, donc écrivons-la. Première question, erreur de quadrature, il faut regarder de nouveau qu'est-ce que l'on peut dire, mais enfin, si on se base sur l'erreur de quadrature lorsque l'on a procédé à son évaluation, son estimation, rappelez-vous tout à l'heure, dans le cadre de l'interpolation polynomiale, clairement, l'interpolation polynomiale donc, faisait apparaître des quantités qui suggéraient d'augmenter le degré des polynômes. Mais ça ne marchera pas bien parce que l'interpolation polynomiale, même si on a le cas particulier des polynômes de Chebyshev, eh bien, hormis ces cas-là, donc je vais le redire autrement. D'une manière générale, pour l'interpolation polynomiale, d'élever les degrés des polynômes, c'est pas bon, on l'avait vu. Et on pourrait démontrer que d'une manière générale, dans le cadre de l'interpolation, hormis certains cas, peut-être comme les polynômes de Chebyshev, les racines des polynômes de Chebyshev, mais dans le cadre le plus général, on a envie de dire il faudrait augmenter K, et ça, on peut voir que cela suggère des instabilités dans la quadrature. Je vais expliquer, dans la quadrature. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut regarder dans le cadre de l'interpolation polynomiale, c'est-à-dire la quadrature réalisée, l'approximation de l'intégration, pour que les choses soient bien claires, à l'aide de l'interpolation polynomiale, eh bien, on peut montrer que quand on va augmenter K, il va y avoir une très forte sensibilité aux erreurs d'arrondi, en quelque sorte. Donc, si vous allez vous tromper un petit peu, ou si, de facto, vous allez procéder à des erreurs d'arrondi sur les valeurs des f de xi lors de l'interpolation, eh bien, ça va avoir une répercussion instable sur la quadrature numérique, sur la somme des oméga i f de xi. Je répète, si vous faites des erreurs petites même, d'approximation des f de xi par des erreurs d'arrondi inévitables, on peut montrer que dans un grand nombre de cas, eh bien, il y a une répercussion qui n'est pas du tout petite sur la quadrature numérique, c'est-à-dire sur la somme des oméga i f de xi. Ça, c'est dans le cadre de l'approximation numérique liée à l'interpolation polynomiale. Mais même dans le cas, comment dirais-je, même dans le cas des formules de Gauss, il y a d'autres difficultés. D'abord, il faut être en mesure d'évaluer, alors c'est plus au tableau, là on l'a fait pour deux nœuds, 2 points, et vous imaginez que si vous augmentez K, vous avez un système non linéaire, les oméga i, f de xi, les xi et oméga i sont solutions d'un problème non linéaire. C'est pas du tout facile à résoudre quand K augmente, et la convergence, on va dire, est très lente dans le cas des formules de Gauss, c'est ce que l'on peut aussi établir. Donc,
quelle méthode pour augmenter la précision de la quadrature numérique, Il y a deux choses distinctes. Procéder à une manière plus précise de cette problématique d'erreur de quadrature, dont on a vu un très vite aperçu tout à l'heure lorsqu'on a procédé à la quadrature numérique relevant conséquente de l'interpolation polynomiale. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être un peu plus précis dans cette manière de calculer l'erreur de quadrature? D'ailleurs, on va se dire après, mais quelle est l'erreur ici que l'on commet, par exemple, pour le cas de la formule du point milieu, ou pour la formule des deux points, ici de quadrature de Gauss, et d'autres formules de quadrature que nous aborderons via une famille de méthodes qui permettra très astucieusement d'obtenir des approximations de quadrature particulièrement étonnantes. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. Protégez-vous.